Et on va recommencer avec une session. Je commence à l'heure parce qu'on a on est tenu par un programme assez chargé. Et donc je vais appeler Jean-Rémy Villageois du GPM de Nantes-Saint-Nazaire, Nicolas Ménard du GPM de Jean-Nicolas du GPM de La Rochelle, Dominique Materne qui nous retrouve encore du port d'Anvers, et Antidia Citores de Green Marine Europe. Hop, bonjour. Hop, oui, voilà, on va se mettre comme ça. Et on va parler d'un sujet qui reste quand même assez peu abordé ces derniers temps, mais qui fait partie des réflexions dans les ports. Et c'est tout aussi bien d'avoir des ports. On a 2 ports français et un port étranger. Et on a notamment Jean-Rémy Villageois qui a rejoint le port de Nantes il y a à peu près 1 an aujourd'hui et qui vient de la Martinique. J'aime bien toujours répéter que la Martinique est le seul port où c'est un local qui dirige. C'est le seul port français où c'est un local qui dirige. Et c'est tout à son honneur du GPM de la Martinique. Et c'est pour ça que j'ai une particulière affection pour ce grand port. On va commencer avec vous, Antidia, parce que vous êtes directrice générale de Green Marine Europe. Excusez-moi, je suis obligé de prendre mes papiers. J'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment. Alors, infrastructure portuaire et changement climatique, ça, c'est un vaste sujet. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu les risques que les ports encourent du fait de ces changements climatiques? Tout d'abord, merci pour cette invitation. Donc, Green Marine accompagne les différents ports autour de cette adaptation au changement climatique qui a différentes formes. C'est vrai que le changement climatique, on peut vite penser aux questions relatives au vent, aux phénomènes extrêmes, mais il y a également la question des crues. Comment on s'adapte aux crues dans le temps, comment on prévoit, comment on anticipe. Et puis, évidemment, la question de la sécheresse, parce qu'on en parle peu, mais ça a évidemment un impact sur la logistique. Et puis, dernier point pour résumer la situation, les modifications de la côte, les modifications des différents substrats qui font que l'on peut avoir ou à draguer ou à travailler sur ces aspects d'hydromorphologie des bassins, de courantologie. Donc l'ensemble de ces indicateurs, le changement climatique se manifeste sur différents aspects, et forcément l'adaptation elle est multiple pour les ports, puisqu'on a au niveau du bassin, on a du vent, on a de la pénurie en eau, en ressources hydriques, ou on a un trop d'eau. Et chaque situation demande une adaptation distincte et une façon de l'anticiper distincte. Et donc, dans ce cadre-là, l'objectif pour nous, c'est au sein de Green Marine Europe, justement, de faciliter une certification environnementale qui va servir de feuille de route à chacun des ports. J'ai ma collègue québécoise qui est également dans la salle. On va développer des indicateurs avec des bonnes pratiques à mettre en place pour ces ports pour faciliter justement cette adaptation. On a par exemple des exemples très pertinents dans le port de Valence, dans différents ports en Espagne par rapport à ces questions de gestion de l'estuaire, par exemple sur Huelva. Donc on va pour chacun de ces ports être en capacité de les inviter à aller progressivement dans l'ensemble des niveaux de performance, des niveaux de performance qui vont de 1 à 5, d'où l'idée d'une feuille de route pour les inviter à au final mettre en place des plans stratégiques, ces plans stratégiques guidant
justement cette adaptation au changement climatique. Je donnerai un exemple sur cette adaptation, par exemple sur la partie indicateur relative à la gestion des eaux pluviales. Donc comment on va adapter, comment on va gérer les crues, comment on va avoir un plan de gestion. Eh bien, on a des annexes dans le cadre de cet indicateur qui justement donnent des bonnes pratiques, invitent à collaborer avec certaines organisations comme Wage aux États-Unis. Donc, ils sont sur de la prévision, voire même de l'utilisation d'intelligence artificielle pour faciliter la résilience de ces territoires. Il y a également l'exemple de Envision qui là est au niveau international. Donc, il y a différentes bonnes pratiques qui sont recensées par nos indicateurs, par nos annexes et mises à disposition des ports pour être en mesure justement de s'adapter, d'anticiper. Mais on n'est pas juste une certification, c'est aussi ce que je voulais souligner ici, on est un réseau. Donc aujourd'hui, Green Marine International a un réseau de ports qui est développé et de terminaux qui est développé en Amérique du Nord, mais également au Canada, États-Unis, mais également en Europe. On est en train d'ouvrir ce secteur portuaire sur cette certification au niveau européen, avec le port de La Rochelle notamment, avec le port de Bordeaux, Aropaport. Donc c'est vraiment un réseau français, mais aussi international, enfin je veux dire européen, avec Bilbao et d'autres ports qui nous rejoignent petit à petit. Et l'objectif, c'est pas seulement de mettre un tampon sur la performance, mais bien de créer un réseau dans lequel il y a des échanges sur les bonnes pratiques, des échanges sur à quel moment on prend ces décisions et de quelle aide on bénéficie pour le réaliser. Et je terminerai peut-être sur ce point-là. On est également aidé dans ce cadre-là par des ONG comme la plateforme Océan et Climat qui va amener ces éléments. Mais aussi, on s'est rapproché petit à petit de l'Association internationale des villes portuaires pour faire converger en fait nos indicateurs, travailler ensemble pour faciliter au final à la fois la gestion des impacts dans le port, mais aussi sa répercussion sur la ville. Donc, autant de sujets qu'on sera sans doute amené à apporter dans le cadre de la conférence des Nations Unies à Nice au mois de juin. Merci. Oui, c'est vrai que c'est un sujet, mais c'est vrai que on s'est peu aperçu l'année dernière. On a beaucoup entendu parler des problèmes à Valence. Je prends l'exemple de Valence parce que vous avez abordé le sujet. On a beaucoup parlé des inondations à Valence avec l'effet social et humain que ça a eu. Mais moi, j'avais eu le port de Valence à l'époque qui m'a dit qu'il y avait eu des impacts aussi sur le trafic, sur la logistique du port, du fait des inondations dans la ville. Et notamment pour l'acheminement, le réacheminement des conteneurs. Je me tourne vers vous, Nicolas Ménard. Vous êtes un peu le régional de l'étape, puisque vous êtes le directeur des infrastructures au Grand Port Maritime de La Rochelle. Alors, vous avez d'ores et déjà commencé à mener une réflexion justement par rapport à ces différents risques. Alors, expliquez-nous un petit peu l'approche que le GPM peut faire face à ces risques. Alors là, nous avons 3 slides. Je préviens juste la régie. Voilà, c'est bon. Parce que nous avons 3 slides avec Nicolas. Voilà. Parfait. Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc, nous, on s'inscrit déjà effectivement dans cette question du changement climatique. Alors évidemment, il y a eu une journée de travail hier, effectivement. Un de mes collègues, là, justement, était avec Green Marine pour réfléchir à comment on avance sur cette question sur laquelle on travaille, nous, déjà depuis quelques années, en fait. C'est un dossier qu'on a entamé dès 2021 avec une histoire particulière, comme sur La Rochelle, puisque, effectivement, il ne faut pas oublier Xynthia. Xynthia a beaucoup marqué les esprits localement et à partir de là, effectivement, c'est très, très tôt qu'on a pris conscience de ces problématiques liées au changement climatique et notamment donc, à l'élévation du niveau de la mer. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, l'élévation du niveau de la mer, c'est un des sujets. Il y en a bien d'autres en fait autour du changement climatique. Et donc, pour les aborder, il faut de la méthode. Et là-dessus, en fait, on a considéré qu'on ne pouvait pas partir tout seul, pour le coup. Et nous, on s'est appuyé sur une méthodologie qui avait déjà d'ailleurs été un peu utilisée au niveau du port de Bordeaux, qui est une méthodologie en fait qui est proposée par le CEREMA, donc un service de l'État, et sur laquelle effectivement on va décliner un certain nombre
je dirais, d'étapes pour arriver à la fin à avoir un plan d'action. Voilà. Donc, on a, dans un premier temps, effectivement, établi une convention avec le CRMA pour justement travailler sur ces différentes années, puisqu'en fait, le travail s'est étalé sur plus de 3 ans quand même, puisqu'en fait, on a une dizaine d'étapes quand même à travers cette méthodologie à respecter. Donc, dans un premier temps, déjà, il fallait savoir de quel périmètre on parle, en fait, parce que, pareil, en fait, quand on aborde la question du changement climatique, le changement climatique, il est à l'intérieur du port, mais il est aussi au-delà du port. Donc, quel périmètre on retient finalement pour effectivement travailler sur le sujet de la vulnérabilité, de la résilience. Et nous, on a fait un choix assez strict au départ, c'est de se dire on va déjà travailler sur notre périmètre à nous, avant d'aborder des périmètres plus larges. Voilà, donc ça a été déjà d'emblée effectivement une décision assez forte. Et on verra qu'effectivement, après, on vient effectivement à la question du plus large. Et puis derrière, de quels composants on parle? On parle de quelles installations? Sur un port, en fait, il y a quantité d'installations dont le port, en tant que grand port maritime, va être propriétaire et d'autres installations dont on n'est pas forcément propriétaire ni exploitant. Voilà, donc il y a aussi beaucoup d'acteurs sur un port. C'est comment derrière, la question aussi, c'est comment on associe l'ensemble des parties prenantes sur un port à cette question du changement climatique avec des niveaux d'intégration, de compréhension qui peuvent être assez différents selon les cas. Il y a la question aussi de la donnée, en fait. À partir de quelles données on va travailler? Et là aussi, gros travail avec le CRMA. Quand on parle d'adaptation climatique, on parle de température, on parle aussi de niveau de la mer, on va parler aussi de glissement, on va parler de plein de choses, en fait. Et donc voilà. Et effectivement, par rapport à ça aussi, on va être amené à travailler sur cette question des données. Donc on peut effectivement passer à la slide suivante, juste qui rappelle simplement notre historique effectivement au niveau du port. Je disais, depuis 2021, on travaille sur le sujet, et l'année dernière, effectivement, on a abouti à un premier livrable. En parallèle de ça, parce qu'on a démarré quand même assez tôt finalement, il s'est trouvé que l'État effectivement lui-même a commencé à réfléchir à une trajectoire. Et cette trajectoire d'adaptation au changement climatique, la TRAC, en fait, on a eu vraiment les éléments l'année dernière. Donc il a fallu quand même à un moment donné se poser la question comment j'intègre finalement cette ambition de l'État par rapport à la TRAC. Et le plan national d'adaptation au changement climatique, on est quand même déjà au 3e, je crois. Donc voilà, comment on intègre ces données, effectivement, et ces directives maintenant de l'État dans notre propre plan d'adaptation au changement climatique. Nouvelle demande au plus de l'État récemment, c'est que les grands ports maritimes doivent intégrer des actions d'adaptation au changement climatique dans leurs projets stratégiques. Donc évidemment, on est en pleine rédaction en ce moment, nous les ports, sur les grands ports maritimes, effectivement, sur les projets stratégiques. C'est comment on inclut effectivement la question de l'adaptation au changement climatique dans notre projet stratégique qui va s'écouler en gros sur une période de 5 ans. Voilà. Donc on va pouvoir passer rapidement à la slide suivante, mais en gros, je le disais, c'est-à-dire qu'on a décliné toute une méthodologie, et pour aboutir à quoi? Une évaluation de la vulnérabilité, puis des risques qui vont être en lien avec cette vulnérabilité, et enfin des mesures d'adaptation. Sauf qu'on se retrouve avec la méthodologie avec de nombreuses actions en fait, et dans des thèmes très différents les uns des autres. Puisqu'on va encore la vulnérabilité, encore une fois, on a parlé de la température, on a parlé des précipitations, on parle de niveau de la mer, on pourrait parler aussi effectivement de la sécheresse, effectivement, parce que donc voilà, donc un certain nombre de thèmes comme ça qu'on va décliner, et à chaque fois on va regarder par rapport à chaque composant quel va être l'impact potentiel et sa vulnérabilité justement vis-à-vis de ces éléments. Voilà. Nous au final, on s'est dit bon, on a quantité d'actions, maintenant il faut les prioriser. Donc on est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire maintenant par quoi on commence en fait. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que quand on a un grand nombre d'actions, on a eu un document un peu cadre, voilà, avec des actions assez générales. Maintenant c'est comment on le traduit plus concrètement. Donc là le travail on va l'entamer dans les temps à venir. Et pour ça on s'est dit il va falloir qu'on structure là aussi quand même notre approche, et on s'est donné une feuille de route pour les 5 années à venir. Effectivement, qui prévoit déjà de réfléchir à notre organisation interne. L'organisation par rapport à 2 aspects. Un, anticiper,
et au mieux, effectivement, ce changement climatique, adapter justement les infrastructures, les installations en général. Et deux, c'est gérer l'aléa. Parce qu'en fait, même si on fait au mieux de l'adaptation, on est dans une dynamique qu'on ne maîtrise pas vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire que le changement climatique reste aujourd'hui, on a bien vu des grands débats sur combien de degrés en plus à l'échéance 2050-2100. Encore une fois, l'État a donné une direction, mais il y a quand même des inconnus. Donc, il faut se préparer quand même à gérer des aléas et en gestion de crise. Donc, en fait, des organisations qui vont à la fois se pencher sur la question de j'adapte et en même temps, je prépare l'événement. Je m'adapte à l'événement futur que je ne connais pas. Voilà. Donc ça, c'est un aspect organisation. Ensuite, je le disais, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, donc le port travaille avec des gens effectivement qui sont sur le port lui-même, des exploitants, des opérateurs divers, et également les collectivités territoriales qui sont autour de nous, l'agglomération de La Rochelle, le département, tous aussi propriétaires d'ailleurs d'infrastructures. On est quand même connectés en plus à leurs infrastructures par les routes, par les digues, etc. Donc travailler effectivement sur des questions de partenariat justement pour se préparer et avoir des démarches communes. On a aussi une dimension, il ne faut pas l'oublier, c'est le plan local d'urbanisme, auquel évidemment il faut qui intègre des éléments avec le plan de protection contre les risques littoraux. Donc voilà, donc ça aussi, c'est une composante à intégrer dans notre réflexion. Et une fois qu'on a effectivement, on a cette question des partenariats, et derrière, il faut aussi mener des études. On a identifié des risques, parfois on a des données, parfois on n'en a pas. Donc ça veut dire sans doute faire des études, des diagnostics complémentaires pour avancer, effectivement, mieux connaître les installations et mieux connaître leur exposition. Et savoir demain comment justement les adapter. Et une fois qu'on sait comment les adapter, effectivement, procéder déjà à des adaptations. Dans les 5 ans à venir, l'idée, c'est par exemple, on va se consacrer déjà aux installations sensibles, déjà et bien identifiées. On a un cas très concret au sein du port qui s'est révélé ces dernières années, qui illustre bien d'ailleurs le problème de l'élévation du niveau de la mer. C'est que par 2 fois dans la même année, notre pont tournant, voilà, à l'intérieur du port, le coffret électrique qui l'alimente, en fait, s'est retrouvé sous l'eau. Ça n'était jamais arrivé. Voilà. Donc ça illustre bien effectivement ce à quoi on est confronté. On a des installations aujourd'hui dont le fonctionnement va dépendre directement de ce changement. Voilà. Et donc ça fait partie justement des installations sensibles sur lesquelles on va travailler assez rapidement. Enfin, renforcer la surveillance parce que également on ne pourra pas tout faire tout de suite et donc notamment travailler sur la surveillance des ouvrages de protection contre la mer. Nous, c'est quand même notre sujet principal à La Rochelle, au port de La Rochelle. Mais merci Nicolas. Oui, je me permets de... On va laisser un peu tout le monde parler, on pourra en revenir après. Je me tourne vers vous, Dominique Materne. Dominique est représentant du port d'Anvers-Bruges en France. Alors, Anvers-Bruges, on va parler d'Anvers, c'est la fusion d'Anvers et Zeebrugge, tout le monde l'aura compris et ça commence à rentrer dans les têtes. Mais c'est surtout un port d'estuaire, Anvers. Et en tant que port d'estuaire, les risques climatiques liés à cette configuration géographique sont bien particuliers. Comment est-ce que vous, à Anvers, vous appréhendez ces risques qu'on ne connaît pas? Parce qu'on connaît ceux d'aujourd'hui, mais les risques de demain, ils sont encore à venir et ils ne sont pas forcément connus. Oui, alors effectivement, donc c'est un port avec 2 plateformes. Celle d'Anvers qui est située quand même à 80 km à l'intérieur des terres. Donc c'est un port, on va dire, fluvio-maritime parce qu'il y a des marées. Donc on a la marée haute, marée basse 2 fois par jour. Une marée qui est de 5 mètres, donc qui apporte de l'eau salée. Donc il y a de l'eau salée à Anvers et qui est connectée. Donc le risque effectivement climatique, c'est concernant l'eau. La gestion de l'eau qui est extrêmement importante, que nous surveillons de très près et qui va être un gros défi dans les années futures, entre l'eau douce qui vient des bassins, alimentée par les canaux et les fleuves en amont, et ensuite l'eau salée qui se trouve sur l'Escaut, qui nous relie à la mer du Nord. Donc ça, c'est le premier gros défi, de gérer la quantité, vraiment la quantité d'eau. Et puis deuxième, c'est la montée des eaux. Et donc là, on a mis en place tout un système de digues qui sont renforcées, qui sont augmentées, qui sont créées, des murs aussi, dans le cas de Natura 2000, et que nous surveillons de très très près. Ensuite, concernant un autre risque climatique, c'est
pour Zeebruges plus que pour Anvers, c'est le vent. Donc le vent et les tempêtes. Puisque là, en front de mer, les terminaux sont particulièrement exposés aux tempêtes et donc vont arrêter, les opérations de manutention vont arrêter à un moment donné dû à la tempête. Pour l'instant, on a un seul opérateur sur COSCO, enfin c'est COSCO à Zeebruges, donc je dirais c'est relativement limité, mais le risque existe. Un port comme celui de Rotterdam est beaucoup plus exposé encore que nous parce que c'est automatisé. Et à partir du moment où c'est automatisé, les machines arrêtent beaucoup plus tôt. Ça veut dire concrètement c'est des jours de travail en moins. Donc pour les importateurs ou les clients du port, ça peut les pénaliser parce qu'il n'y a pas d'opérations qui se font un certain nombre de jours par an. Alors que là, c'est alors l'avantage à Anvers, c'est qu'on est plus protégé de ce risque-là, même s'il existe, mais beaucoup plus petit, il sera beaucoup plus petit. Et donc, on va travailler beaucoup plus longtemps sur les opérations. Mais, merci. Je me tourne vers vous, vers Jean-Rémy. Jean-Rémy fait un peu le grand écart au-dessus de l'Atlantique. À Nantes, port d'estuaire aussi, avec ses risques. Mais il y a un an, Jean-Rémy était encore à la direction du grand port maritime de la Martinique. Ça signifie qu'il y a un peu les deux visions de ces changements. Comment est-ce qu'on aborde le sujet dans l'Hexagone et comment est-ce qu'on l'aborde dans les ports ultramarins? Merci de la question, pas simple. Je dirais, on l'aborde, en tout cas, moi je l'aborde en tant que citoyen du monde d'abord, parce que c'est une question mondiale. Là, on parle, chacun apporte des solutions à son humble niveau, souvent des niveaux techniques, mais il faut quand même se rappeler que c'est un sujet mondial et de gouvernance internationale. Mon expérience, elle est à la fois en métropole et dans l'outre-mer. Et moi, je suis ravi. Ce que je peux témoigner, c'est que la France s'est saisie de la question. L'adaptation au changement climatique des infraportuaires et autres, c'est un sujet politique et c'est un sujet national. Les ports sont des actifs stratégiques qui sont au cœur d'enjeux de souveraineté, qu'elles soient énergétiques, alimentaires ou économiques. Mais c'est toujours des enjeux de souveraineté. Donc chaque État doit comprendre cela, en tout cas la France l'a bien compris, et donc a mis en œuvre ce qu'on appelle le fameux plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC, et c'est une décision très forte, hein, ça date d'il y a 2 ans, aujourd'hui on en est au 3e niveau, et ça se traduit par des injonctions, des ordres aux exploitants d'infrastructures, donc en particulier les ports, de s'adapter aux conséquences du changement climatique. Donc ce n'est pas une question locale ou régionale, c'est vraiment une question nationale. On peut que regretter qu'elle ne soit pas encore prise au niveau mondial, parce qu'on est encore à se disputer. Il y a des régions du monde où on pense qu'il n'y a pas d'adaptation au changement climatique parce qu'il n'y aura pas de changement, mais finalement tout ça va bien nous rattraper un jour. Donc il faut bien comprendre, on vit dans un pays qui est vraiment bien, qui a compris la chose, et qu'il a traduit dans les faits. Sachons savourer cette chance, parce que ce n'est pas partout comme ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette PNAC? C'est intéressant à regarder. Donc, le gouvernement a analysé la situation, a décidé que c'était quelque chose de politique, quelque chose de national, et donc a choisi des horizons de temps, donc 2050, 2030, 2050, 2100, avec des hypothèses, bon, plus 4 degrés, température moyenne à 2100, bon c'est un choix, ça aurait pu être plus ou moins, c'est pas ça la question, et a mis en œuvre une méthodologie, donc en disant, ben, vous allez regarder sur un périmètre donné, périmètre portuaire pour ce qui nous concerne, vous allez regarder votre capacité à résister aux aléas. Donc quels aléas? Ben, augmentation de température, submersion marine, augmentation moyenne du niveau de la mer, les vents, l'accroissement de la fréquence d'occurrence des phénomènes brutaux, genre cyclones, etc.
le nombre de jours avec des températures très élevées qui vous empêchent de travailler, le nombre de jours avec du vent très élevé qui vous empêche de travailler. Vous voyez, ce genre de choses. Donc des aléas qui sont listés. Il y a une méthodologie qui a été retenue, des méthodes de calcul et des moyens qui ont été mis à disposition avec des études menées par le CEREMA et par le BRGM de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et comment calculer ce qui peut arriver. Et ça a été décliné localement. Donc on sait, sur Nantes-Saint-Nazaire, le 4 degrés à 2100, ben c'est plus 62 cm. En Aquitaine, c'est plus 58, etc. Donc il y a des calculs qui sont faits, il y a des bases de données qui ont été mises en œuvre et qui sont à disposition maintenant des exploitants pour puiser dedans et construire leur schéma. Donc on en est à la deuxième étape. Le port de Nantes-Saint-Nazaire, donc on est un petit peu en retard par rapport à ce qui a été décliné sur Bordeaux ou sur La Rochelle. Mais l'avantage, c'est que maintenant on a un cadre. Et ce cadre, il est national. Donc c'est plus facile de s'inscrire dans ce cadre parce qu'on peut discuter entre ports, comparer, analyser et du coup rattraper les opérations. Où en sommes-nous? On est en train de terminer les études de vulnérabilité, c'est-à-dire d'affermir la capacité du port à résister et à revenir en conditions nominales. C'est-à-dire que quand il y a des dégradations, soit on s'en affranchit complètement, donc on met des quais qui sont plus hauts, on met hors d'eau tout ce qui est électrique, donc ça passe, ou alors on accepte de passer en mode compliqué, donc on arrête les opérations, on les dégrade, mais ce qu'on mesure, c'est le temps de retour en exploitation nominale. C'est ça qui est important pour tout ce qui est jugé critique, ce dont la région a besoin ou ce dont l'État a besoin. Vous voyez, par exemple, à Nantes-Saint-Nazaire, on fait l'alimentation pour les animaux, hein, les volailles notamment, c'est le premier port import. Le stock stratégique, il est de 7 jours. Ce qui veut dire que si on est bloqué pendant 8 jours, ben, toutes les batteries, tous les poulets français vont mourir. C'est ça que ça veut dire. Donc, on ne peut pas accepter de rester bloqué pendant plus de 7 jours. Donc, il faut trouver un moyen pour qu'au bout de 4 jours, on puisse transférer les stocks ou on puisse s'approvisionner d'une autre façon et construire une résilience. C'est ça qui est intéressant. Ce dont je peux témoigner, c'est que cet exercice, il est collaboratif. C'est-à-dire que le port tout seul ne peut pas faire grand-chose. Et le simple fait d'intégrer les acteurs, soit les manutentionnaires, les exploitants, les énergéticiens, tout l'écosystème industriel ou portuaire dans cette réflexion, ça amène à réfléchir sur les risques, sur la façon dont on s'en préserve, à partager les bonnes pratiques et à gagner en connaissance, donc en compétitivité, en fait en capacité de résistance face à ces menaces qui sont très très fortes. Donc un exercice cadrage national, ça c'est parfait, décliné sur chacune des façades avec l'écosystème. Donc c'est intrinsèquement quelque chose de collaboratif et ça fonctionne très très bien. On grandit en fait en menant ce genre d'exercice. Donc les ports sont au centre de ça parce que c'est notre métier hein, de faire travailler, de faire fonctionner ces écosystèmes. Là on a une menace qui est d'ordre vital et donc c'est bien normal qu'on s'en saisisse. Merci Jean-Rémy. On a un petit peu de temps, on a réussi à gagner du temps. On a un petit peu de temps pour ouvrir des questions avec la salle s'il y en a. Je suis un peu à contre-jour, donc je ne vois pas très bien. Sinon, on va se refaire un petit tour de table. Antidia, je reviens directement vers vous. On a parlé de beaucoup de choses. Il y a un point peut-être sur lequel on reviendra qu'a cité Jean-Rémy et Nicolas et Dominique aussi, qui est le partenariat. Cette démarche partenariale entre les ports et collaborative qui est importante. Mais il y a aussi un sujet on parle des crises climatiques d'une manière générale. Crise climatique, c'est du changement climatique, voilà. Par contre, est-ce que le bruit fait partie des problématiques que les ports doivent se poser dans ce cadre-là, ou est-ce que c'est dans un autre sujet? Ça marche? Vous entendez là? Il était coupé. Merci pour le relais micro. La question du bruit, en fait, elle est liée au changement climatique.
dans le sens où en fait une eau plus chaude facilite la pénétration des ondes sonores. Donc plus elle est chaude et plus la pénétration du son est importante. Il y a de plus en plus de recherches sur ces éléments-là. Donc c'est-à-dire qu'à bruit constant, il y aura un impact plus fort de cet enjeu-là, qui est de plus en plus renseigné sur l'impact sur les mammifères marins et le fait qu'au final, ils ont toujours une télé allumée assez fort dans leur chambre et c'est aussi un des enjeux climatiques importants à prendre en considération. Cet enjeu-là, par exemple, ne fait pas partie du PNAC, du Plan national d'adaptation au changement climatique que vous citiez. Et ce que je voudrais dire aussi, pour rebondir sur ces enjeux de collaboration, le fait d'avoir ces données, le fait qu'un port s'intéresse à ce sujet, par exemple, du bruit sous-marin pour les mammifères, mais aussi pour les mollusques, mais c'est des sujets qu'on peut mettre en partage justement dans le cadre de Grid Marine pour aller au-delà de la législation. L'objectif de la certification n'est pas juste d'applaudir des deux mains quand on respecte les directives nationales ou européennes, parce qu'il s'agit du champ européen, mais bien d'aller au-delà de la législation. On sait qu'en plus, il y a une directive 4 stratégie pour le milieu marin qui va être en cours de révision, qui est à l'agenda politique à l'heure actuelle, qui va intégrer cette question de l'adaptation au changement climatique dans l'année à venir. Donc la connexion avec d'autres indicateurs, elle est aussi primordiale et aussi à anticiper. On le voit de plus en plus. Et je terminerai aussi sur l'aspect de communication. On a parlé de collaboration, vous parlez d'associer les citoyens, d'associer les parties prenantes. Quand on a une Aqua Alta à Venise, on ne peut pas ne pas communiquer auprès du citoyen. Donc l'ensemble de ces éléments sont rarement des obligations légales et c'est aussi la plus-value de Grid Marine dans cet accompagnement aussi dans le dialogue avec les parties prenantes pour la gestion de ce risque de changement climatique. Merci. Nicolas Ménard, on a parlé de collaboration. Est-ce que de coopération, de partenariat, on pourrait mettre plein de mots derrière tout ça. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important dans la démarche que vous entreprenez en ce moment? C'est pas simplement important, c'est essentiel et nécessaire. Dans le sens où récemment, là par exemple, l'agglomération de La Rochelle a fait un exercice qui s'appelle EOL et qui justement visait à se préparer aussi à ce genre d'événement. Donc aujourd'hui, on est tous en réseau. Et donc sur l'ensemble du réseau, il faut que tout le monde soit prêt. Et donc ça passe par des partenariats. Alors hier, notamment, j'entendais parler aussi dans Nouvelle-Aquitaine de terres de coopération. Donc effectivement, on est bien là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on coopère les uns avec les autres pour que nos dispositifs appréhendent au mieux tous les sujets. Effectivement, qu'ils soient en termes d'organisation, d'exploitation effectivement des installations, de résistance de ces installations, et puis je dirais donc pour justement que la vie tout simplement perdure dans les meilleures conditions. Voilà, donc effectivement, travailler ensemble, c'est fondamental. Mais merci. Dominique, alors est-ce qu'il y a une coopération internationale qui se met en place sur ce sujet des changements climatiques? Et puis, vous avez abordé la problématique de la gestion entre eau salée et eau douce. J'allais dire eau claire, mais non, eau douce. C'est quelque chose sur lequel vous arrivez à avoir des sujets de discussion avec d'autres ports? Oui, alors effectivement, ce sont des sujets avec lesquels on discute avec d'autres ports, ensemble avec l'Organisation européenne des ports et l'IAPH également, donc l'Organisation mondiale des ports. C'est un des sujets au même titre que celui de la cybersécurité et plein d'autres, parce qu'aujourd'hui, face aux menaces climatiques, mais aussi autres géopolitiques, on va dire, globales, c'est très important de travailler ensemble et de monter des partenariats avec des ports, d'abord européens, de s'entraider et de faciliter tout simplement aussi bien, je dirais, pour le meilleur de la nature, mais aussi pour les chargeurs, les utilisateurs
des ports pour leur donner les meilleurs atouts malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer aujourd'hui dans le monde international. Mais, merci. Jean-Rémy, je reviens vers toi sur l'aspect ultramarin. Quand on a préparé, on a parlé marché. Quand on parle de changement climatique, on ne pense pas forcément au marché, aux clients, aux armateurs. Et est-ce que l'armateur, est-ce que CMA CGM, pour la desserte des navires conteneurs de ports comme la Martinique, la Guadeloupe, a un rôle à jouer dans ces changements climatiques? Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à visualiser, en tout cas, mais dont je peux témoigner. La Caraïbe, c'est 17 millions d'habitants hein, qui sont sur des îles et dont la survie dépend essentiellement en fait, de l'approvisionnement par voie maritime. Donc quand il y a un événement lourd du type cyclone, la vie s'arrête et si ça ne reprend pas assez vite, ben, les gens disparaissent. Donc cette zone, elle n'est pas responsable de l'élévation du niveau de la mer. Par contre, elle est en première ligne et donc subit des coups de butoir. Hein, c'est des cyclones qui mettent en danger la vie des gens. Donc on cherche souvent des solutions physiques à ça et on cherche souvent des solutions court terme. C'est-à-dire qu'on résout ces difficultés par la solidarité, par l'aide internationale qui se déploie quand il y a un problème à Haïti. Le port de Martinique met à disposition ses quais, la France met à disposition ses bateaux et on vient aider. Bon. Le problème, c'est que si on fait ça tous les ans, c'est plus une aide, ça devient quelque chose de systémique. Et donc en fait, il y a une autre réponse à ça, et c'est en fait l'adaptation du marché, donc du business, qui est lui contraint par le changement climatique. Et l'organisation des lignes maritimes, elle est aujourd'hui induite en grande partie par les évolutions réglementaires qui sont elles-mêmes, qui dérivent elles-mêmes de contraintes climatiques. Les ETS, le package européen donc pour les réductions de gaz à effet de serre, etc., contraignent les compagnies maritimes donc à évoluer. Et donc le marché bouge. Et les ports donc, doivent comprendre ça et essayer de réconcilier un marché qui évolue avec des capacités propres pour construire un avenir qui soit durable. C'est très différent des approches classiques de business. Et c'est un peu ça qu'on a essayé de faire quand j'y étais. Donc les deux ports français, Guadeloupe-Martinique, ont travaillé ce sujet sous l'angle scientifique avec les problèmes techniques, mais aussi sous l'angle business avec un armateur, CMA CGM, donc qui a décidé pour s'adapter aux nouvelles réglementations, donc de mettre des bateaux plus gros. Ces bateaux plus gros ont besoin de hubs, en fait, de hubs de transbordement. Et donc, il faut choisir le bon endroit pour implanter ces hubs, et il faut que ces hubs soient très résilients. Parce qu'il faut qu'ils soient capables, parce qu'on met les actifs au même endroit, donc ça devient dangereux. Et il faut que ces actifs soient suffisamment solides. C'est ce qui a été fait en développant, par exemple, des terminaux bas carbone. Qu'est-ce que c'est qu'un terminal bas carbone? Ben, c'est un terminal qui consomme beaucoup moins d'énergie, ça c'est très bien. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça nécessite de mettre en place des boucles de courant du type smart grid qui permettent de s'affranchir des réseaux. Et donc, en cas de problème sur l'île où la centrale EDF tombe, le port reste indépendant parce qu'il aura une capacité de stockage de quelques jours qui va permettre de continuer à traiter les bateaux le temps que... Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc on a bien une réponse d'ingénieur, une réponse technique à un problème économique ou un problème sociologique, et c'est ça qui est mis en place. Donc je pense que la voie de sortie, c'est un peu l'expérience des ports d'outre-mer qui sont un petit peu en avance sur ces sujets, c'est de construire des plateformes qui soient au bon endroit, suffisamment solides pour résister à ces évolutions. Et c'est avec ça qu'on construit l'avenir. Parce que vous pensez bien que les gens qui vivent autour de la zone où est implanté le hub, ben, ils ont beaucoup plus de chances
de se développer. Quand je disais c'est 17 millions d'habitants, vous voyez, un phénomène cyclonique, c'est une houle de 4 à 6 mètres. Et quand vous superposez ça à une élévation de niveau des eaux de 70 cm à peu près, de hauteur moyenne, ça fait que 70 à 80% des zones vont être inondées. C'est énorme. Ici, à Nantes-Saint-Nazaire, on parle de 10%, 15%. Là-bas, c'est 70%. Ça veut dire que vous avez 70% de 17 millions d'habitants qui vont aller chercher des points hauts. Et donc, il va falloir des zones portuaires pour que la vie continue à exister. Donc, c'est ça tout l'enjeu. Et c'est un peu la leçon de ces ports, de ces zones qui sont très exposées, de faire avec leur environnement, y compris l'environnement économique, l'environnement business. Voilà. Oui, merci. C'est important. Je vois. Est-ce que dans la salle, il y aurait une question, une remarque ou une intervention? Je vois que ça, il n'y en a pas. J'aimerais qu'on fasse une petite conclusion d'1 minute chacun, parce que après il y a l'inauguration officielle du salon. Et moi, j'ai une question comme disait Jean-Rémy tout à l'heure, de simple citoyen du monde. Faut-il être optimiste ou pessimiste sur l'avenir? Alors, Antidia, pour commencer. Je ne voudrais pas citer un ancien Premier ministre qui disait le découragement est un sentiment que je ne m'autorise pas. Je pense qu'on est nécessairement optimiste si on est là aujourd'hui tous ensemble, parce qu'on est là pour construire l'avenir en fait. On est là pour construire cette adaptation au changement climatique dans le domaine portuaire. On est là pour travailler sur de la coopération dans un univers où on est plutôt sur le repli sur soi, le fait de se retrouver ici ensemble pour réfléchir, pour partager des bonnes pratiques. Je pense que c'est un véritable signe d'optimisme à cultiver. Merci. Nicolas, optimisme ou pas? Naturellement optimiste. Mais au-delà de ça, effectivement, comme on vient de le dire, c'est-à-dire que tout ce que l'on met en œuvre, justement, c'est pour répondre à cet enjeu de changement climatique. On y travaille beaucoup pour justement que nos ports et nos activités et je dirais, tout notre environnement soit prêt demain donc, à ce changement. Donc bien sûr, l'avenir il n'est pas écrit, c'est justement parce qu'il n'est pas écrit qu'il faut rester optimiste. Sinon, je dirais, faut faire autre chose. Mais non, moi, il faut y croire et il faut continuer à avancer. Merci. Dominique? Alors là, clairement, optimiste à 200%. C'est clair que c'est une question de confiance. Moi, j'ai très confiance en l'humanité, trouver des solutions. On a toujours trouvé des solutions et trouvera encore la solution. Et c'est même quel que soit le défi, on va trouver la solution. Il n'y a même pas à réfléchir. Ça, je suis 100% confiant. Donc, optimiste. Merci. Jean-Rémy, pour conclure la conclusion. J'ai déjà beaucoup parlé, mais bon, vous êtes tous optimistes. Moi, je suis un peu moins quand même. Hein. Je pense que c'est le sens du danger qui va nous faire bouger. Et cette perception du danger, elle augmente avec les menaces. Donc, l'optimisme, il faut aller le chercher là-dedans. On est en situation périlleuse, et c'est peut-être ça qui va nous sauver. Voilà. Parce que les grands concepts, on a beaucoup de mal à les manipuler, à les intégrer. La difficulté du changement climatique, c'est qu'en fait, on met des choses en œuvre qu'on ne verra pas. Et donc, l'humain, il est assez égoïste. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, demain, mais dans 50 ans, voilà, on ne sera pas là. Enfin, certains d'entre nous seront plus là. Donc, c'est difficile de mettre en œuvre des choses, sauf si on en perçoit le danger pour nous, immédiat. Et c'est le cas. Donc, oui, je suis optimiste parce que il y a ce danger qui nous guette. Mais, merci. Oui, Dominique? Oui, peut-être si tu permets. Juste quelque chose, une remarque globale, parce qu'effectivement, on parle de changement climatique et aujourd'hui, quand même, tout le monde est concerné par ça, que ce soit le monde politique, le monde économique, les privés, tout le monde a pris cette notion, donc cette réalité pour quelque chose pour soi. Et donc, c'est un gros changement parce que ce n'est plus l'affaire d'un seul parti politique qui était pendant longtemps au programme des Verts, par exemple. Maintenant, non, c'est vraiment tout le monde, y compris le particulier, qui est conscient. Donc, cette prise de conscience, c'est un grand changement et donc, c'est déjà une première étape. Maintenant, on va
Il faut aller plus loin, il faut trouver, il faut travailler jusqu'à ce qu'on va trouver la solution. Merci. Alors, on est presque à l'heure. D'abord, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette conférence. C'est une première, c'est un sujet qu'on n'avait jamais trop abordé dans les conférences maritimes. Je me tourne vers Nicolas et Jean-Rémy et Dominique, là, qui sont des habitués de ces conférences. On n'en parlait pas beaucoup et je pense que ça va être un sujet qui va revenir et qui va devenir très récurrent. Merci pour vos interventions. Il y a l'inauguration officielle du salon qui va avoir lieu à côté. Des conférences se déroulent encore cet après-midi. Il y en a 2 autres conférences qui seront animées par notre ami Paul Touret de l'ISEMA. Voilà. Et il y a eu un sujet qui a été abordé, on a parlé des changements climatiques et Dominique, à un moment, a parlé des menaces cybersécurité. Nous avons demain une conférence sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle que j'aurai le plaisir d'animer, donc à laquelle je vous invite. Voilà. Merci à tous, merci pour votre attention. Et puis je vous invite à l'inauguration officielle avec 5 minutes de retard. Merci.